Bitcoin est monté en flèche ces derniers mois, mais la plupart des altcoins ont pris du retard. Et ça a laissé beaucoup d'entre nous se demander pourquoi. Eh bien, il est de plus en plus clair que des réponses à cette question est quelque chose que la plupart des investisseurs crypto négligent lorsqu'ils font leurs recherches. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ce facteur important, je vais vous expliquer comment il impacte le prix des crypto-monnaies et je vais vous montrer ce que vous pouvez faire pour vous assurer que vos portefeuilles ne souffrent pas de ce phénomène. Pour cela, on doit parler aujourd'hui de la tokenomique des crypto-monnaies. Alors, c'est clair que c'est clairement pas le sujet le plus excitant de la crypto-monnaie, mais par contre, si vous le négligez, c'est à vos risques et périls. Que ce soit une hausse ou une chute, le sort des cryptos que vous détenez dans votre portefeuille est écrit dans leur tokenomie. Alors, c'est quelque chose auquel vous feriez mieux de vous intéresser. Maintenant, quand je parle de tokenomie des projets, la première chose à laquelle vous pouvez penser, c'est la capitalisation boursière du projet. On sait tous que plus la capitalisation boursière d'un projet est grande, plus il faut d'argent pour déplacer son prix, et vice-versa. Mais si ça, c'est la seule chose qui vous intéresse sur la tokenomie d'un projet, eh bien, bonne chance pour gagner de l'argent sur ce marché. Si vous voulez vraiment comprendre le jeu des crypto-monnaies, vous devez étudier la FDV ou Fully Diluted Valuation. C'est la valorisation fully diluted d'un projet crypto. C'est ce que vous obtenez lorsque vous multipliez le prix d'une crypto-monnaie par son nombre de tokens total. Et souvent, l'approvisionnement maximum d'une crypto-monnaie fait référence aux tokens qui sont bloqués, les tokens qui sont hors circulation et qui ne peuvent pas être vendus sur le marché aujourd'hui, jusqu'à bien sûr qu'ils soient débloqués un jour. Maintenant, parce que l'approvisionnement maximum et la FDV évoquent un événement futur de déblocage de tokens, il est très facile de sous-estimer leur importance sur le court terme, parce qu'on se dit les tokens vont être débloqués plus tard, donc aujourd'hui, ça ne nous concerne pas. Après tout, il pourrait s'écouler des semaines, des mois, voire des années avant que ces tokens soient à disposition et donc arrivent sur le marché. Donc si vous êtes quelqu'un qui fait du trading à court terme, peut-être que tout ça ne vous intéresse pas. Mais si vous êtes un investisseur avec un horizon de temps moyen à long terme, comme moi, eh bien, vous devriez vous méfier des crypto-monnaies avec une FDV très élevée par rapport à leur market cap initial. Pour comprendre ce que ça signifie, on va examiner quelques exemples de crypto qui correspondent à la description de Fully Diluted Valuation FDV élevée avec une market cap initiale basse ou low float en anglais. Honnêtement, aujourd'hui, il y en a tellement qu'on ne sait pas par où commencer. Mais bon, prenons SUI par exemple. Au moment de faire cette vidéo, le token SUI se négocie à un peu plus de 1 $. Et le nombre de tokens en circulation est de 2,5 milliards de SUI. Ça donne à SUI une capitalisation boursière d'environ 2,5 milliards de dollars. Si vous arrêtez là, vous dites 2,5 milliards de dollars de capitalisation, c'est pas tant que ça. En plus, SUI est un layer 1 intéressant, c'est un projet prometteur parmi tous les nouveaux projets, donc c'est pas tant que ça. Vous dites peut-être même, avec une capitalisation boursière comme celle-là, peut-être que SUI peut faire x3, x5, voire x10 lors du prochain bull run. Mais c'est là qu'il faut être prudent. L'offre maximale de SUI est de 10 milliards de tokens, ce qui signifie qu'il y a seulement 24% de tous les tokens qui sont actuellement sur le marché. Et le prix actuel d'environ 1 $ par SUI, c'est le résultat de l'offre et de la demande basée sur cette portion de 24% de tokens SUI qui existent réellement sur le marché. Les 76% restants seront débloqués au cours des 7 prochaines années, ce qui signifie qu'une pression vendeuse plus importante que celle qu'on connaît aujourd'hui va se produire dans les prochains mois et les prochaines années. Et la question, c'est alors de savoir s'il y aura suffisamment d'acheteurs prêts à payer ce prix, ou idéalement plus, pour un token dont l'offre va être multipliée par 4 dans les prochaines années. En ce moment, la FDV de SUI est d'environ 10 milliards de dollars. Donc si vous espérez voir ce token faire x10 lors des prochaines années, assurez-vous d'avoir anticipé les unlocks et de faire vos calculs correctement. Parce que c'est pas la market cap actuelle de 2,5 milliards de dollars que vous devez multiplier, mais c'est bien la FDV de près de 10 milliards de dollars qu'il faut prendre en compte. Multiplier par 10 la FDV de SUI, ça placerait SUI à 100 milliards de FDV, soit un tout petit peu plus que Solana aujourd'hui. Alors, des choses bien plus folles se sont produites, évidemment, pendant les alt saisons les plus folles des derniers bull market, mais ça reste néanmoins des valorisations très élevé. C'est clairement une tâche beaucoup plus difficile que d'espérer un multiplicateur de x10 sur une market cap de 100 millions de dollars par exemple pour aller chercher 1 milliard. SUI est un bon exemple du modèle FDV élevé et faible market cap en circulation
qui est devenu la norme pour les cryptos nouvellement lancés. C'est des projets qui ont levé beaucoup d'argent auprès de fonds d'investissement généralement. Mais je vous rassure, Sui n'est clairement pas le seul projet avec cette caractéristique. Il y a plein d'autres projets très connus qui ont des market cap en circulation basse par rapport à leur FDV, comme Arbitrum, Ondo, Wormhole, Celestia, Starknet, Solana à ses débuts, etc. Il y en a plein d'autres. Mais on ne peut pas conclure cette section de la vidéo sans discuter de la championne de toutes les crypto-monnaies à ce sujet, et c'est WorldCoin. J'ai jamais vu un truc pareil. Avant de te montrer le scandale qu'est WorldCoin, je veux juste mentionner que si tu souhaites générer plus de gains en crypto, il y a un lien dans la description qui explique comment je peux t'aider avec ça, et tu peux réserver une consultation gratuite avec moi ou un autre expert de mon équipe pour qu'on revoie ensemble ta stratégie d'investissement. Donc si ça t'intéresse, clique sur le lien qui est dans la bio. WorldCoin a une offre en circulation d'environ 239 millions de WLD et une offre totale de 10 milliards de WLD. Pour ceux qui sont mauvais en maths, ça signifie que seulement 2,27% de tous les WLD existants sont réellement en circulation. La market cap flottante ou en circulation est très faible et WorldCoin a actuellement une capitalisation d'1 milliard de dollars et un prix d'environ 4 dollars. Ça signifie que la FDV de WorldCoin est, attention, j'espère que vous êtes prêts, 40 milliards de dollars. Au moment de cette vidéo, l'offre en circulation de WorldCoin augmente d'environ 0,6% par jour. Mais attendez, ça devient encore mieux. À partir d'août 2024, les déblocages de tokens et les émissions de l'équipe de WorldCoin et des fonds d'investissement créeront une inflation du token WorldCoin d'environ 4% par jour. On parle là de crypto-monnaies que la team reçoit et donc qu'ils vont probablement revendre instantanément sur le marché. Et c'est pareil pour les fonds d'investissement. Ils sont probablement à x10 minimum sur leurs investissements parce qu'ils ont investi à des valorisations beaucoup plus basses. Et tout ça s'est passé lorsque le projet levait de l'argent avant de lancer son token. Le bon sens d'un investisseur suggère que conserver une crypto-monnaie qui a une inflation quotidienne de 4%, concrètement, c'est une très mauvaise idée. Parce que ces unlocks et émissions de tokens sont susceptibles d'exercer une pression vendeuse telle qu'en fait aucune nouvelle demande ne pourra contrecarrer cette pression vendeuse. Et si tous les tokens mis en circulation sont vendus instantanément, on peut s'attendre à une pression vendeuse de plusieurs millions de dollars par jour en se basant sur le prix actuel de WorldCoin. Donc là, bon courage si vous cherchez à faire x5 ou x10 sur cette crypto qui est déjà valorisée à 60 milliards de dollars, avec en plus la pression vendeuse qui va se mettre en place dessus dans les prochains mois. D'ailleurs, si vous appréciez cette vidéo jusqu'à présent, appuyez sur le bouton like pour que plus de personnes puissent voir la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Et si vous voulez apprendre à multiplier votre capital en crypto, il y a un lien dans la description qui vous explique comment je peux vous aider à y arriver. Donc c'est pas étonnant que le modèle FDV élevé, faible market cap ait suscité beaucoup de discussions, de controverses sur les réseaux sociaux. Et les grands acteurs comme Binance par exemple ne sont pas totalement anodins à tout ça. En mai dernier, Binance Research a publié un rapport sur le sujet qu'ils ont nommé « Comment en sommes-nous arrivés là ?» Et c'est clairement l'écho d'un sentiment partagé par beaucoup de personnes dans la communauté. Le rapport cite des données montrant que la market cap flottante moyenne pour les cryptos nouvellement lancés sur Binance est passée de 41% en 2022 à 12,3% en 2024. Market cap flottante, pour rappel, c'est le pourcentage de la market cap actuelle par rapport à la fully diluted market cap. Cependant, cette statistique particulière a été totalement rejetée par un fonds d'investissement et comme l'a dit le directeur de Dragonfly Capital, Asep Qureshi, qui a affirmé qu'il était bien là en 2022 et que c'était clairement pas le cas. Les projets ne se lançaient pas avec 41% de leurs tokens déjà sur le marché. Par exemple, Asib a souligné Lido et Osmo qui existaient tous les deux depuis plus d'un an avant d'arriver sur Binance. L'implication ici, c'est que leur market cap flottante le jour de l'inscription sur Binance était élevée parce que à ce moment-là, ils avaient déjà vu plusieurs déblocages, plusieurs émissions de tokens. Mais cependant, Asip soutient également son argument en pointant une liste de crypto-monnaies majeures plus anciennes avec des pourcentages de flottants bas et cette liste a été partagée par Doug Colquette, un fondateur de crypto-monnaies. La liste montre que Solana, Arbitrum, Uni, NIR, Pendle, Axie Infinity et d'autres ont été lancés avec des market cap flottantes entre 12 et 16%. Et même Avax ou OneInch ont été lancés avec des market cap flottantes entre 4 et 6,5%. Et il y a quelques exceptions comme Polkadot qui sont lancés à 37%.
Alors bien que cette liste elle soit pas exhaustive et qu'il y en a plein d'autres, ça montre qu'il y a quand même des grands projets crypto des cycles précédents qui se sont lancés avec ces modèles de fully diluted élevés et market cap basse et pourtant qui ont réussi à survivre plusieurs cycles et à très bien performer. Et ça suggère aussi que, en fait, ce modèle qui a été récemment très critiqué, c'est pas un phénomène nouveau. Et il est même pas spécifique à la crypto. Dans son article, Asbar compare la market cap flottante moyenne des inscriptions sur Binance depuis le début de l'année, qui est d'environ 12%, à la market cap flottante médiane du jour 1 des introductions en bourse sur le marché boursier en 2023, et c'était de 12,8%. Donc concrètement, c'est presque pareil. En fait, cette technique de fully diluted versus market cap flottante semble être une pratique standard dans la finance. Et Haseeb a également abordé la performance horrible des cryptos à faible market cap flottante et à FDV élevé lancés sur Binance cette année. Clairement, 80% d'entre elles qui se sont listées sur Binance sont dans le rouge. Et Haseeb soutient que c'est pas 100% de la faute des fonds d'investissement qui déversent leurs nouveaux tokens sur les échanges parce qu'en fait, aucune des nouvelles crypto-monnaies qui ont été lancées récemment n'a encore eu ces allocations de VC débloquées. Comme il l'explique, les gros VC, les gros fonds d'investissement sont soumis à une loi spécifique de la SEC et ils sont obligés d'avoir une cliff d'au moins 1 an, c'est-à-dire qu'ils ne reçoivent leur token que 1 an après le listing initial d'une crypto-monnaie. Et ensuite, il y a un vesting qui va prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc en fait, au lieu de ça, Haseeb dit que les nouvelles cryptos lancées sur Binance ont tout simplement suivi le reste du marché lorsqu'il a chuté en avril, notamment depuis les tensions qu'il y a au Moyen-Orient. Alors que le prix de Bitcoin a depuis montré de la force, les altcoins en général se sont fait littéralement décimer ces dernières semaines. Et donc ça suggère que s'il y a un problème, c'est pas à cause des cryptos à faible market cap versus FDV élevé. En fait, la situation pourrait ne pas être aussi tranchée. Les arguments de Haseeb remettent en question le fait que ce soit de la faute des fonds d'investissement que tous ces projets se soient cassés la gueule, concrètement. Mais on peut quand même identifier la saison des meme coins du premier trimestre de l'année comme une révolte des investisseurs retail qui sont nouvellement avertis des dynamiques de FDV versus market cap initial et donc qui ont préféré investir dans les meme coins parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de fonds d'investissement qui détiennent des crypto-monnaies à prix beaucoup plus bas. Mais en même temps, il serait complètement dingue de nier qu'il y a un vrai problème avec le modèle de faible market cap versus FDV élevé. Alors oui, les unlocks de fonds, les émissions de tokens récupérées et vendues par les fonds d'investissement peuvent ne pas être responsables de la performance des prix médiocres de certaines crypto-monnaies récemment, parce que, encore une fois, les déblocages n'ont pas encore commencé. Donc ils n'ont pas pu revendre ces tokens. Mais à long terme, ce modèle semble justement insoutenable et c'est justement parce que tout le monde le fait. D'ailleurs, certains projets comme Dimension et Celestia sont suspectés d'avoir laissé les fonds d'investissement stacker leurs tokens qui sont normalement lockés et de cette manière, ils pouvaient quotidiennement revendre les tokens reçus via ce stacking. Et ça a mis une pression vendeuse importante sur ces projets. Selon une estimation du rapport de recherche de Binance, environ 155 milliards de dollars de tokens seront débloqués de 2024 à 2030. Donc sans un afflux égal de demandes et de flux de capitaux du côté des acheteurs, concrètement, il est clair qu'on ne voit pas trop comment ces tokens pourraient maintenir leur prix actuel, sachant que les fonds d'investissement vont récupérer les tokens qu'ils ont achetés 5 fois, 10 fois, 50 fois moins cher que le prix du marché. Donc, ils vont revendre. Et d'un autre côté, il y a la demande des crypto-monnaies qui a énormément augmenté ces 10 dernières années et qui est censée continuer d'augmenter. Donc, on verra ce qui se passe. Mais voir des projets se lancer avec des fully diluted valuations de plus en plus grandes, au final, c'est pas surprenant. Et comme on l'a vu, les faibles market cap flottantes, c'est pas quelque chose de nouveau. Il est également vrai que de nombreux nouveaux projets se lancent à des évaluations qui sont très difficilement justifiables, quelle que soit l'analyse fondamentale ou l'analyse de demande potentielle existante qui est faite. En gros, c'est un symptôme que l'un des doyens de la crypto, Kobe, a nommé le marché fantôme dans un de ses récents articles. Parce que, après que les régulateurs aient mis fin à l'ère des ICO, le financement des projets crypto est passé à un modèle dépendant des fonds d'investissement, où les prix sont déterminés par le prix le plus élevé qu'un fonds d'investissement est prêt à payer pour rentrer dans ce projet avant qu'il se lance. Et donc maintenant, il y a un nombre incalculable de fonds d'investissement avec beaucoup d'argent qui sont impatients de rentrer dans tous les projets qui vont se lancer. Et le résultat, c'est un marché fantôme délirant dont parle Kobe dans son post justement. Et c'est clairement une course vers le bas où les fonds d'investissement en ont rien à faire d'enchérir pour des tokens à des FDV exorbitantes parce que au final,
leurs rendements, même s'ils sont diminués par rapport à avant, ils seront toujours astronomiques par rapport à s'ils achetaient une crypto-monnaie sur le marché. Donc ça signifie que quiconque n'a pas accès à ces préventes est par définition un acheteur tardif, c'est-à-dire une liquidité de sortie ou la fameuse expression que vous avez sûrement entendue, exit liquidity. Pour ce type de crypto-monnaie-là, en fait, vous ne pouvez pas être acheteur précoce. Une grosse partie du potentiel de hausse a déjà été capturée par les marchés privés, celui des fonds d'investissement et des business angels, avec toute leur levée de fonds. Il fut un temps où les ICO et les tours de seed des fonds d'investissement suscitaient moins de demandes, ce qui signifie que les cryptos étaient lancés à des market cap plus basses et avaient encore de la place pour augmenter après leur lancement sur le marché public. À ce moment-là, ils rencontraient une nouvelle demande, la demande des investisseurs retail. Mais ces jours semblent être derrière nous et il semble que toute la découverte de prix, la fameuse price discovery d'une nouvelle crypto, dans les tours de financement privé. Et Cobie démontre ça en comparant les rendements des investisseurs en tour de seed et ceux du marché public pour 4 grandes crypto-monnaies qui se sont lancées au fil des années. Ethereum, Solana, Optimism et Starknet. Ceux qui ont investi dans l'ICO d'Ethereum ont bénéficié de rendements seulement 1,5 fois plus élevés que ceux qui ont acheté au plus bas sur le marché. Les investisseurs en seed de Solana, eux, ont vu leur rendement 10 fois plus important que ceux qui ont acheté au plus bas sur le marché. Pour Optimism, les rendements des investisseurs en seed étaient 30 fois plus élevés que ceux qui ont eu le prix le moins cher sur le marché public. Alors que pour Starknet, les investisseurs en seed sont à plus de fois 100, alors que 100% des acheteurs sur le marché, eux, ont perdu de l'argent. Le prix de Starknet a été divisé par 3 depuis le jour de lancement. Maintenant, si vous vous demandez comment les déblocages de tokens s'intègrent dans tout ça, je vais vous expliquer. En gros, il existe un marché OTC, off-market, qui est actif pour les tokens bloqués. Et donc, après le lancement d'une crypto-monnaie, les investisseurs précoces, les fameux fonds d'investissement, sont inévitablement en hausse à x10, voire x100, et ils sont qu'une envie, c'est de prendre leur gain, de revendre. Mais ils sont bloqués parce que les tokens sont lockés. Et donc, il existe un marché OTC où les fonds d'investissement acceptent de vendre leurs tokens bloqués à d'autres fonds d'investissement qui n'ont pas eu forcément l'occasion d'investir dans ces projets-là. Et ils vont vendre leurs tokens à prix réduit. Étant donné que c'est des tokens qui sont bloqués, ils ne peuvent pas être vendus instantanément. Donc, les VC vont les vendre à prix réduit à d'autres fonds d'investissement. Et comme les vendeurs sont des fonds d'investissement qui ont acheté extrêmement bas, généralement, ils sont pas hyper sensibles au prix de revente. Leur but, s'ils sont à x100, c'est au moins de prendre en x50 et de revendre leurs tokens. Et donc, après ça, il y a un prix OTC qui se forme et plus le prix OTC de ce marché fantôme est bas par rapport au prix du marché, plus c'est négatif pour la crypto-monnaie. Parce que dès que ces tokens seront débloqués, les détenteurs vont probablement les vendre sur le marché aussi vite que possible, en faisant ainsi des gains, et ce qui va faire chuter le prix du token dans le processus. Et ce fameux marché fantôme, et donc les fonds d'investissement, créent une pression sur les équipes des projets pour maintenir les évaluations des projets élevées après leur lancement. Parce que, bien évidemment, qui veut que le token de son projet se fasse décimer sur un marché? Et bien sûr, la technique la plus simple pour maintenir une évaluation élevée, c'est de créer une rareté artificielle en lançant le token avec une faible market cap flottante. Et c'est ainsi qu'on se retrouve avec des cryptos comme WorldCoin et d'autres. Maintenant, comme on l'a vu plus tôt, il y a des cryptos majeurs qui ont été lancés avec une faible market cap qui ont réussi. Par exemple, Solana, c'est une histoire qui suffit pour donner de l'espoir à n'importe qui. Après avoir été lancé en 2020 avec une market cap flottante faible, la crypto a baissé pendant les 2 premiers mois. Et ensuite, Solana a eu un déblocage massif en janvier 2021, où ils ont mis presque toutes leurs cryptos en circulation en même temps. Heureusement, ce déblocage a coïncidé avec le début du bull market et un afflux énorme d'investisseurs retail qui ont investi dans Solana, et donc Solana a littéralement explosé cette année. Donc peut-être qu'il s'agit d'un cas exceptionnel, mais ça montre quand même que les déblocages de tokens doivent être analysés dans le contexte et les conditions de marché au moment où vous l'analysez. Il ne faut pas analyser ça de manière isolée. Et à l'inverse, les projets qui n'adhèrent pas forcément au modèle faible market cap et fully diluted élevé, c'est pas forcément des projets qui vont performer mieux que les autres sur le marché. Il y a une grande liste de projets qui ont suivi ce modèle-là, d'anciens bull market, et qui ont maintenant des market cap trop petites pour qu'on puisse même s'en souvenir. Et là, je parle de projets qui ont commencé leur vie avec un lancement qui ressemble à ce qu'on appelle un lancement équitable. Et même ça n'a pas pu les sauver de l'extinction.
Et de nombreux autres cryptos majeurs qui ont survécu à plus d'un ou même 2 cycles sont encore en PLS, bien en dessous de leur sommet historique. Prenez Polkadot par exemple, et d'autres. Ensuite, il y a tous ces projets qui renoncent au financement des fonds d'investissement pour une raison ou pour une autre. Donc si vous en avez assez de ce modèle des fonds d'investissement avec la folie diluée de market cap élevée, vous pouvez vous dire que c'est des projets qui sont attrayants. Mais il est important de considérer encore une fois le contexte. Les cryptos, c'est un jeu d'attention. Et les projets qui n'ont pas de soutien financier, ils peuvent galérer à attirer l'attention. Parce que, forcément, le marketing, la communication, ça coûte cher, ça demande des fonds. Donc, la prochaine fois que vous faites vos propres recherches sur un projet crypto dans lequel vous pourriez investir, dites-vous que c'est important de regarder la tokenomique et envisager d'éviter les projets avec des évaluations extrêmes et des flottantes minuscules. Et vous pouvez même voir les unlocks de pas mal de projets sur des outils comme DefiYama ou Token Unlock. Alors ça, c'est pas des pubs, hein. Je parle juste de ces sites parce que je m'en sers et qui sont utiles. Mais par exemple, au moment de faire cette vidéo, un coup d'œil rapide à Token Unlock et vous pouvez voir que IO.net est sur le point de débloquer 7% de ces tokens. Donc concrètement, ce serait pas une mauvaise idée d'attendre et de voir comment le marché va réagir à ça avant de prendre une décision potentielle d'investir dans ce projet. Quelle que soit la façon dont vous interprétez la tokenomie d'une crypto que vous examinez, n'oubliez pas et rappelez-vous que l'analyse tokenomique rentre dans une analyse globale de la crypto qui vous intéresse. Vous pouvez trouver un projet avec une tokenomie saine, mais s'il ne fait pas partie d'une narrative à la mode, concrètement, qui va s'en soucier? Qui va l'acheter? Moi, dans tout ça, mon but, c'est de trouver les cryptos qui cochent le plus de cases et qui soulèvent le moins de drapeaux rouges possible avant que le reste du marché ne les trouve et ne l'achète. Et si tu veux apprendre à faire pareil, il y a un lien dans la description dans lequel je t'explique comment je peux t'aider à y arriver. Donc va jeter un coup d'œil si ça t'intéresse. Et malheureusement, il n'y a pas de réponse facile à tout ça. Il faut s'armer de connaissances, s'armer d'expérience afin d'en avoir plus que la personne qui rachètera vos crypto-monnaies. Parce que n'oubliez pas à la fin que c'est un zéro-sum game et que le but, c'est d'acheter des crypto-monnaies, de les revendre à quelqu'un d'autre beaucoup plus cher que ce à quoi vous les avez achetés. Et bien sûr, tout ça, c'est une excellente raison de vérifier que vous êtes abonné à ma chaîne YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée et on se retrouve très vite pour une prochaine.